Bonjour à tous, bienvenue dans cette 24e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Monero, qui est une crypto très fortement axée sur l'anonymat. On est parti. Donc en une phrase, c'est vraiment la crypto qui va chercher à valoriser le plus possible la vie privée, l'aspect du coup privé des transactions et l'anonymat sur la blockchain. En tout cas, sur sa blockchain. Le jeton s'appelle le XMR et il est en 22e position des capitalisations crypto selon le moment où vous regardez là dans la période actuelle. Donc c'est une blockchain de layer 1, c'est un fork de Bytecoin. Bytecoin qui n'est pas Bitcoin, hein, pas la super crypto qu'on connaît tous qui existe depuis 2008, mais un autre projet qui était basé du coup sur une idée d'anonymisation des transactions, qui a été présenté d'une façon un peu maladroite à la communauté, donc il a un peu refusé. Cela dit, il y a une équipe de développeurs qui se sont dit ah ouais, le projet est pas mal, on va en faire quelque chose. Donc ils ont fait un fork de ce truc-là. Ils ont créé Byte Monero, qui fonctionnait, mais qui avait une gouvernance qui ne se faisait pas à tout le monde, parce qu'en gros, il y avait un leader qui voulait garder un petit peu la mainmise sur la direction du projet pour s'assurer en fait que tout se passerait comme il le souhaitait. Et ça a fait l'objet de problèmes et mené à la création de Monero, du coup, qui est en fait une variante de ce truc-là. Donc l'idée, c'est de proposer une solution de cache numérique, donc en fait de quelque chose d'intraçable. Donc à la différence d'un Litecoin qui permet beaucoup de transactions facilement, enfin qui est l'argent, qui permet de faire des transactions assez nombreuses pour pas cher. Là, on est sur plus la version anonymat du cash. Donc au niveau des personnalités fortes, on a du coup ce groupe anonyme qui a fondé le projet en 2014 et on connaît un gars qui s'appelle Riccardo Spagni. Au niveau des informations sur le lancement, il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu d'investisseurs initiaux et du coup, comme on est sur un proof of work, ce sont les mineurs qui ont été les premiers à recevoir du XMR, comme on le voit souvent dans les projets proof of work. Au niveau de la technologie, il y a pas mal de choses à dire, donc on est sur un proof of work, quelque chose de classique, donc je ne vais pas forcément trop revenir dessus, juste voilà, je rappelle brièvement, vous avez du minage, c'est-à-dire euh, des blocs dans lesquels sont mises les informations d'une transaction, envoyées à l'ensemble du réseau, une compétition entre les mineurs pour être le premier à résoudre le problème mathématique qui est lié à cette transaction. Le premier qui valide reçoit la récompense, et une fois que tout est OK, le bloc est ajouté à la blockchain. Donc on a une preuve de travail. On a besoin d'outils techniques pour faire tourner la blockchain, c'est-à-dire là dans notre cas de CPU, donc des processeurs. Donc on est sur quelque chose de plutôt décentralisé parce qu'en fait, enfin plus décentralisé en fait qu'un Bitcoin, là où tout simplement là où l'explication se trouve, c'est que c'est facile de miner du Monero, facile au sens de il faut pas des grosses infrastructures. Un CPU classique d'ordinateur peut permettre de le faire. Donc plus on a de mineurs, plus on a de personnes qui vont essayer de valider les transactions, plus on est décentralisé. Le code est bien évidemment en open source, comme sur la plupart de ces projets-là. Donc l'idée, c'est que tout le monde peut voir le code et proposer des améliorations. Et donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment est-ce qu'ils envisagent cette non-traçabilité, qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ça marche un peu. Donc en fait, ce qu'on va savoir sur la blockchain Monero, c'est qu'il y a eu une transaction. Ça, c'est une information qui va être existante. Mais on ne va pas savoir ni où elle a eu lieu, donc à quel endroit de la blockchain, ni qui l'a fait, donc entre qui est l'émetteur, qui est le receveur, ça on ne sait pas, et ni combien de Monero ont été échangés. Donc on est quand même sur une donnée très très anonymisée quand même. Un peu comme s'il y avait du cash quoi. Il y a deux éléments techniques que je trouve intéressants, il y en a d'autres, mais c'est ces deux-là qui me semblent être les plus pertinents pour comprendre. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la ring signature. Donc en fait, c'est un cercle, hein, ring, ça veut dire anneau, donc cercle, signature. Et donc ça permet d'anonymiser l'envoyeur, donc la personne qui va émettre la transaction, envoyer ses Monero à quelqu'un d'autre, en tout cas à une autre adresse. L'idée, c'est qu'en fait, chaque envoyeur est présent dans un cercle de personnes, c'est-à-dire que on associe les envoyeurs par groupe de 11, et il y a une signature existante pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que quand l'un des membres du groupe fait une transaction et donc envoie de l'argent, on ne sait pas qui c'est parce qu'en fait, ça peut être n'importe qui des 11 personnes. C'est ça qui va justifier
l'anonymisation. C'est ça qui va la certifier, qui va faire qu'on est sûr qu'on ne sait pas. C'est parce qu'en fait, tout le monde a la même signature, donc vous ne savez pas qui a envoyé. Au niveau des receveurs, on a un système qui s'appelle l'adresse unique, et en fait, c'est même une adresse unique à usage. C'est plutôt une adresse à usage unique. Donc, comme vous le savez sûrement, sur la blockchain, vous avez une clé publique. Par exemple, si vous allez faire des échanges avec sur X ou Y exchange, vous allez avoir besoin d'une adresse, un peu comme le RIB quand vous êtes à la banque. C'est-à-dire une adresse avec des chiffres sur laquelle on sait que c'est à vous, ou en tout cas, on sait que c'est à votre pseudonyme. Et en général, sur les DEX, on vous demande des KYC, par exemple sur Binance, on vous demande d'envoyer votre carte d'identité, ce qui fait qu'on peut associer votre pseudonyme, donc votre adresse publique, à votre personne. Là, ce qui va se passer avec Monero, c'est que depuis votre adresse publique, on va créer en fait une adresse unique qui sera à usage unique, du coup, qu'on va utiliser une seule fois, et qui permettra de recevoir du coup les Monero, mais qui sera plus jamais utilisé à nouveau. Donc on ne saura pas que c'est vous. C'est ça en gros l'idée, et c'est ça qui va permettre de sécuriser, sécuriser votre anonymisation en tant que receveur. Donc voilà les deux gros éléments qui en gros permettent à Monero d'être utile. C'est ça les deux grosses forces. Plus récemment, ils ont ajouté un système, donc c'est en 2017, pour s'assurer que le montant des transactions n'apparaissent pas. Et je trouve que c'est pas forcément utile de le développer. Voilà, on sait que ça fait partie des fonctionnalités, et je n'irai pas plus loin sur ce point-là. Au niveau de la tokenomique, donc il n'y a pas de supply max. La supply totale a été émise, donc actuellement on est à un peu plus de 18 millions de jetons, sachant qu'on est autour des 130 $ le jeton. Donc pas de supply max, ça veut dire inflation. Ça veut dire qu'en fait, on continue à créer de la masse monétaire pour rémunérer les mineurs, pour qu'ils continuent à sécuriser le réseau et à le faire fonctionner. Au niveau de l'utilité du token, du coup, ça permet de faire les paiements sur la blockchain. On est sur un système de paiement classique, on l'a vu. Enfin, un système de paiement, une offre de paiement classique, juste à anonymiser. Donc ça permet aussi de payer les frais de gaz. Le point qui est intéressant à savoir quand même, c'est que sur la plupart des blockchains proof of work, il y a du halving, basé sur du coup l'idée de Bitcoin, hein. Halving, c'est l'idée de réduire les récompenses des mineurs par 2 à des moments donnés, hein, au bout d'un certain nombre de blocs minés. Là, c'est pas le cas. En fait, il y a une réduction des récompenses au fil du temps. C'est-à-dire que ça va pas être d'un bloc 3200 machin, 3210 au bloc 3211, hop, c'est plus les mêmes récompenses, c'est au fil du temps. Donc le bloc 3000, il y a tant, le bloc 3001, il y a un tout petit peu moins, le bloc 3002, il y a encore un tout petit peu moins, etc., etc. Et donc au fil du temps, il y en a de moins en moins. Ce qui pourra poser quand même la question de la décentralisation. C'est-à-dire que pour que ce système soit toujours intéressant pour les mineurs, il faut que du coup le cours du token monte. Sinon, ils auront ce souci que ce sera peut-être plus rentable de le faire. Donc voilà, il n'y a pas énormément de points sur la tokenomique. Globalement, les forces et les faiblesses du projet. C'est un cas d'usage qui est évident, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir des soucis de cash, des soucis dans le mode les banques centrales vont avoir tendance à nous inciter à utiliser de moins en moins le cash et à nous orienter du coup vers ce qu'on appelle les MNBC, donc euh, les monnaies de banque centrale numériques, monnaies numériques de banque centrale, qui seront bien évidemment totalement traçables. C'est-à-dire que chaque transaction que vous ferez sera traçable. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable pour des raisons X ou Y. Hein. Vous pouvez être très bien intentionné, mais juste pas avoir envie que votre vie privée du coup soit mise en avant, parce que en fait, mettre en avant les transactions de tout le monde, c'est une atteinte à la vie privée d'une certaine façon. Enfin, avoir accès aux transactions de tout le monde, c'est une atteinte à la vie privée, même si on considère que c'est de plus en plus normal dans le système bancaire actuel, parce que les banques ont accès à beaucoup d'informations. Ça n'a pas toujours été le cas, et il n'y a pas forcément de raison de l'accepter. Donc c'est un service qui a son utilité, et qui trouvera de plus en plus sa place à mesure qu'on utilisera de moins en moins le cash. Le point qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est qu'il est plus facile à miner que le Bitcoin, donc globalement on aura plus de monde qui peut le miner, ça c'est cool. Sinon, au niveau des points un peu plus négatifs, on a évidemment la problématique que anonymat, ça veut souvent dire utilisé pour des choses, disons, peu recommandables, donc très très utilisé sur le dark web, une des monnaies préférées bien évidemment, hein. Si vous n'êtes pas traçable, c'est quand même vachement plus pratique.
Et du coup, on a cette problématique, un peu comme pour Litecoin, qu'à tout moment, les régulateurs peuvent dire ah non, ce genre de service, on n'est pas d'accord, c'est pas légal, vous me virez ça. C'est possible, c'est envisageable. Donc à voir comment ça se passera, mais ça peut, à un moment ou à un autre, devenir illégal, même si pour le moment on n'en est pas là. Évidemment, il y a la question de la consommation d'énergie et de la pollution liée au Proof of Work, qui est présente du coup pour toutes les blockchains en Proof of Work. Ça peut être intéressant qu'ils envisagent euh, des méthodes X ou Y pour se verdir, comme on dit, même si c'est un peu, voilà, c'est un peu bullshit, mais ça peut être bien, en tout cas pour l'adoption du token. Et par contre, le point technique qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il semblerait que la technologie qui est pour le moment en place fait qu'il est peu scalable. Et contrairement à Litecoin, j'ai pas vu de layer 2 qui pouvait, enfin, qui était en tout cas en développement sur le projet Monero. Voilà globalement pour l'overview. Je pense que c'est un projet qui est intéressant. Je pense que c'est un projet qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Maintenant, d'un point de vue de l'investissement, on va aller regarder graphiquement. Je pense que c'est pas urgent. Après, c'est ce que je vais dire sur la plupart des projets. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'urgence à l'acheter. J'ai quand même tracé des petits supports, des petites résistances pour voir un petit peu où on en est. Donc, on voit que les prix max étaient autour de 480. Et c'était il y a longtemps. C'était le 10 mai 2021. Donc, il y a 1 an et demi. Et ce qu'on voit, je vais prendre un très joli crayon. Ce qu'on voit, c'est que depuis, et ben, c'est en baisse, hein. On est quand même dans ce qu'on appelle un canal baissier. Donc des plus hauts de plus en plus bas. Celui-là, il y a une petite dissociation, mais quand même. Plus hauts qui ont tendance à être de plus en plus bas. Et des plus bas de plus en plus bas. Voilà, le graphique est absolument affreux maintenant, mais vous voyez l'idée. On est dans une tendance fortement baissière. Donc la zone qui va, à mon avis, être intéressante, c'est celle-ci. Je vais zoomer un peu. C'est celle-là, là, hein. Celle dans laquelle on est entré là depuis cette période de mai 2022. Espèce de canal où on voit, là c'est un peu une résistance, ça a buté dessus plusieurs fois, on est descendu là, pardon, oui, et donc ça fait support, là on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, remonté, redescendu, là on serait en train de remonter depuis 4 semaines, on serait sur une espèce de milieu de range. À titre personnel, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire que si on a beaucoup de bonnes nouvelles macro, il est probable que du coup le token monte et que ça aille dans cette zone-là, pour potentiellement redescendre derrière, comme c'est le cas ici. À part super nouvelle, incroyable et tout ça, et là ça pump. Donc moi, j'irais plutôt le chercher dans cette zone-là. Je vais d'ailleurs me faire un joli carré. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être cette zone-là. Non, pas du tout. Cette zone-là. Voilà. Un truc comme ça, quoi. Entre même 130, ça me paraît beaucoup, hein, plutôt ici, hein. Plutôt autour de 120, et après, bah, dans les plus bas, quoi. Si à tout hasard, on va beaucoup, beaucoup plus bas, une zone qui peut être intéressante, c'est celle-ci. Je pense autour de la zone des 40, c'est dingue, hein. Parce que 40, en fait, c'est les supports résistance là de tous les points bas, en fait, depuis 2018. Donc la zone des 40-50, très très bonne zone pour en accumuler. Mais on en est très très loin, hein. Là on est à 146. Donc globalement, ce que je dirais, pas besoin de se presser, sauf si vous êtes trader, là il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un pattern, mais je suis pas forcément là pour donner ce genre de conseils. Et moi, à titre personnel, c'est cette zone-là que j'irai chercher, là, en dessous en réalité, hein, de cette résistance-là, pour commencer à m'intéresser à ce projet-là. Voilà ce que je voulais dire sur Monero. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.